Alors je m'appelle Laura Vérec, comme malgré mon nom de famille je suis française, vous allez l'entendre à l'accent. Je travaille chez Corporate Europe Observatory. En fait, ça fait un jeu de mots en anglais, ça fait PDG, ça marche pas du tout en français. C'est un observatoire des lobbies à Bruxelles. Donc moi je regarde vraiment ce qui se passe à Bruxelles, spécifiquement sur le TTIP, et comment les multinationales essayent d'influencer l'agenda. Alors, si vous avez des questions sur le schéma politique belge, je ferai ce que je pourrai, mais je dois vous dire que vraiment, moi, je regarde vraiment l'Europe. CEO fait partie de D1920, comme le MOC, comme d'autres organisations, donc on fait partie aussi de la mobilisation. On se dit chercheurs engagés, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations, mais on cherche aussi à les partager et à mobiliser. Voilà un peu pour avoir une idée de qui on est. J'ai ramené des publications, mais j'étais à Paris, j'ai descendu toutes mes publications en français, j'ai rien remonté. Donc elles sont en anglais, je suis désolée. Voilà. Excusez-moi, je vais la mettre. Donc, je vais ajouter TTIP. Voilà, donc comme avait dit Nicolas, je vais parler des tribunaux privés. Donc ces tribunaux privés, en fait, on en a déjà des exemples parce qu'ils existent déjà dans les traités bilatéraux. Donc on a à peu près plus de 3000 traités qui contiennent ces tribunaux d'arbitrage privés. C'est pour ça qu'on peut vous en parler et qu'on a des exemples pour vous montrer combien c'est néfaste. Donc déjà, un des problèmes de ces tribunaux-là, c'est que c'est un investisseur privé étranger qui met en justice un État. Mais à aucun moment, l'État va pouvoir mettre l'investisseur en justice. Donc comme on a un système privé qui a lieu sous des règles privées où chacun paye, donc on est trois, moi j'imagine que je suis chez un État, je paye mon avocat. En face de ça, l'entreprise paye son avocat et on se met d'accord pour un arbitre. Mais on est sous des règles privées et chacun paye à hauteur souvent de 1 000 $ par heure un avocat pour se représenter. Donc ça crée un cercle vicieux où l'arbitre, qui vient lui aussi d'un cabinet d'avocat, va avoir tendance à donner raison à l'investisseur, puisque c'est l'investisseur qui ensuite va mettre en justice un État, qui donc ira à nouveau dans son cabinet d'avocat. Et ça, malgré la réforme des tribunaux privés qu'on a en ce moment, donc on parle au TTIP, ça reste. Et donc en fait, le principe de base, déjà que ça soit privé et pas public, et en plus de ça, que ça soit juste à un sens et pas les deux, ça reste. Donc, malgré tous les efforts de communication de la Commission, malgré le fait qu'elle va vous dire que c'est public, ça a changé de nom, c'est pas pareil, en fait, le principe de base, il est le même. Pour vous donner un exemple, le Québec a fait un référendum populaire sur le gaz de schiste. La plupart des Québécois ont refusé les gaz de schiste, donc il y a eu un moratoire. Une compagnie canadienne a pris sa filiale aux États-Unis pour mettre en justice le Canada à cause de cette décision. Le tribunal est en cours, le cas est en cours, ça va prendre des années. Quoi qu'il arrive, que le Canada gagne ou perde, il devra de toute façon payer des frais d'avocat, qui sont environ à peu près à 8 millions de $. C'est une moyenne, hein. Parfois c'est beaucoup plus, c'est rarement beaucoup moins. Si on fait un parallèle avec la France, par exemple le cas de la France, qui elle aussi a mis un moratoire sur les gaz de schiste. Il y avait une entreprise américaine qui s'appelle Schwenbach, qui elle aussi a mis l'État français en justice dans les cours françaises publiques. Ils ont fini en cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle française a jugé que l'État français avait le droit de protéger l'intérêt public dû au fait des conséquences environnementales du gaz de schiste. Vous voyez très bien un peu le parallèle que ça crée. La France n'a rien payé à part ses propres tribunaux, ses frais de fonctionnement. À aucun moment elle a dû aller dans un cabinet d'avocats privé pour se faire représenter. Donc on voit bien un peu comment ça va changer la donne ensuite. Voilà. Ce que disait Nicolas, ces tribunaux-là, donc il y a énormément de personnes qui sont contre. Quand la commission a ouvert une consultation publique, 97% des gens qui ont répondu étaient contre. Ça inclut les syndicats anglais, les syndicats allemands. Ça inclut également les entreprises. La fédération des entreprises de télécommunications françaises a dit non. Ça inclut des États. L'État de la Bavière, qui est un État à droite en Allemagne, a dit non également. Donc on est loin d'être dans une critique seulement de la société civile énervée, comme dit la commission. On avait aussi des chercheurs, des universitaires, on a des voix dissidentes dans différents groupes. On n'empêche ces tribunaux parce que c'est tout de même, vous le verrez, une aberration. Donc ça c'est pour vous montrer un peu Bon, en fait, je suis désolée, mais moi j'ai fait ma présentation sur un gilet différent, donc toutes les photos sont beaucoup plus foncées. Là, on est en 93, pardon, et là, on a passé 2010, et en fait, c'est le nombre de cas, donc on appelle ISDS, donc investisseurs-État, qui en fait augmente. Ça, c'est des chiffres officiels de l'ONU. Hein. Et en fait, justement, c'est ce que je vous disais, c'est ce cercle vicieux du fait qu'on a une justice à un sens et privée. Donc en fait, on ne fait qu'augmenter le nombre de cas. Donc malgré les réformes qu'on nous dit sur le TTIP, on est toujours dans un système qui est en fait un cercle vicieux. Alors, quelles sont les réformes ? Une des choses qu'on a dans le supposé nouveau ASDS de la Commission, donc,
qui serait censé être des tribunaux privés améliorés par rapport aux tribunaux privés qui sont dans le CETA, c'est qu'on aurait le droit de réglementer. C'est-à-dire que dans les nouveaux textes du TTIP, on voit, mais malgré tout, l'État a toujours le droit de réglementer, lorsqu'il est nécessaire. Et c'est là, en fait, le problème, lorsqu'il est nécessaire. Comme on est dans une justice privée, où il y a un intérêt à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas, ce qui compte, c'est aussi l'interprétation. Et ce qu'on voit, c'est que l'Argentine, en pleine crise financière, lorsqu'elle a voulu ne pas rembourser tout de suite ses investisseurs, elle a été mise en justice, en pleine crise financière. L'Argentine a dit, attendez, vous voyez bien qu'on n'en peut plus là. Et bien malgré tout, les juges ont décidé que ce n'était pas nécessaire à ce moment-là de faire une pause dans le remboursement de la dette. Donc vous voyez bien, même si le texte change un peu, donc le nouveau texte de l'Europe aura ça, ce droit de réglementer lorsqu'il est nécessaire. Après, c'est la façon dont il va être interprété, parce qu'encore une fois, comme on est dans une justice privée, on a un intérêt à toujours donner raison à l'investisseur. Et donc c'est là aussi qu'on peut démonter tous ces arguments de la Commission en disant oui, mais regardez, on a le droit de réglementer. Et les cas passés nous montrent que non, en fait, le droit de réglementer, ils n'en ont rien à faire, les arbitres. Ce qu'on appelle un cas qui est assez emblématique parce qu'il vise la République slovaque en 2008. En fait, la Slovaquie avait privatisé une partie de son système de santé. Ça s'est très mal passé. Et lorsque le nouveau gouvernement a gagné les élections, il a renationalisé le système de santé, comme il l'avait promis en fait. Et à ce moment-là, il y a eu un investisseur hollandais qui avait commencé à investir dans le système d'assurance privée, qui l'a mis en justice. Donc là, on est en 2004. Achmea a reçu 22 millions d'euros de compensation. Donc la République slovaque a payé pour se faire représenter et en plus de ça a donné 22 millions d'euros à une compagnie d'assurance hollandaise qui venait à peine de rentrer sur le marché. Et ça, c'est pas seulement l'argent qu'elle a perdu, c'est les potentiels bénéfices futurs. C'est-à-dire ce qu'elle a estimé qu'elle gagnerait et qu'elle n'a pas gagné. Donc c'est dingue. Vous imaginez pour un pays comme la Slovaquie, l'Équateur. C'est conclu cette affaire ? Oui, elle est finie. Ça a été conclu en 2004. Non, en 2008, pardon. Le cas a commencé en 2004, ça a été conclu en 2008. Et la Slovaquie est obligée de payer. Elle a payé. En fait, on n'a pas le choix. L'Argentine, quand ils ont fait... Donc, l'Argentine n'a pas remboursé. C'est-à-dire que l'Argentine a fait une pause et a demandé de renégocier la façon dont elle est remboursée. Quand elle s'est fait mettre en justice, qu'elle a vu tous ces cas contre elle, c'est pas possible. De toute façon, elle n'avait pas les moyens de payer. Il y a des accords qui font qu'en fait, on peut lui saisir tous ses biens et son argent à l'étranger. Donc il y a eu un Boeing de la compagnie nationale argentine, de Aerolas Argentinas, qui est resté à quai aux États-Unis. On l'a plus laissé quitter le tarmac parce qu'en fait il a été réquisitionné pour commencer à rembourser ce que l'Argentine devait payer. Et donc en fait il n'y a pas de possibilité pour un État de ne pas payer. C'est bien ficelé, hein, bien fait dans ce truc. C'est des avocats en général, ils savent écrire ce bien, on a l'avantage. Voilà. Et en fait, je voulais aussi vous parler de quelque chose dont on parle moins, parce que là, on a tous ces cas horribles de pays qui se font mettre en justice. Mais en fait, c'est aussi juste une épée Damoclès. Enfin, c'est un outil incroyable. C'est-à-dire que quand vous êtes une multinationale et que vous voyez on imagine le gouvernement belge, par exemple, qui voudrait augmenter le salaire minimum. On peut arriver avec son avocat à voir un élu et dire « Attendez, c'est bien ça, mais si vous faites passer, moi je vous mets dans un tribunal. » Et c'est cette menace-là qui est aussi puissante que le cas lui-même, en fait. Et ça, c'est une citation qu'on a de Peter Kirby, qui fait partie d'un cabinet d'avocats privés, Fasken Martino, et qui, en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est un outil de lobbying très puissant, puisque vous pouvez voir un élu et lui dites « Ok, si vous faites cela, nous vous mettrons en justice pour demander des compensations. » Et il le dit lui-même, ça change les comportements dans certains cas. Vous imaginez bien que si on va voir l'État slovaque et qu'on lui dit « Vous allez devoir payer des millions d'euros », pensez une à deux fois avant de faire passer des nouvelles lois. Donc ça aussi, c'est le danger de ces tribunaux privés. Voilà. Je voulais juste vous donner une petite citation aussi, parce que, comme je viens de vous dire, ça nous donne un outil de lobbying puissant à les multinationales. Et il y a certaines multinationales qui ont commencé déjà à dire que ce serait génial le TTIP, notamment Home Instead, que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont des homes un peu partout en Europe. Et eux, ils trouvent que TTIP, ça devrait s'occuper du droit du travail inflexible, parce qu'ils trouvent ça pas normal de devoir payer des congés payés aux employés à mi-temps. Voilà, vous comprenez, ça oblige les entreprises à payer à leurs employés à mi-temps des congés payés qui augmentent de façon non nécessaire le coût des homes. Donc vous voyez bien le genre de personnes. Si demain, par exemple, la Belgique imposait un maximum de patients à une infirmière dans les homes, ça pourrait être mis en question par Home Instead qui dira non, ça réduit le coût de mon investissement, c'est pas possible.
Donc au niveau des politiques sociales et des politiques environnementales, il y a un réel danger. Voilà. Et en fait, il y a un danger au niveau des tribunaux privés, mais il y a un danger aussi au niveau de la coopération réglementaire. Alors c'est un peu différent dans le CETA parce qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle est obligatoire dans le TTIP. En fait, si vous voulez, une des raisons pour laquelle on a commencé... Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est demander à la Commission européenne qui vous rencontrez, de quoi vous avez parlé, pourquoi, etc. Quand on a commencé à regarder ce sujet de la coopération réglementaire, on a vu la Chambre américaine de commerce qui disait la coopération réglementaire, c'est un cadeau qui n'en finit pas de faire des heureux. La Chambre américaine de commerce, c'est pas des gentils. Hein. Ça représente les plus grosses multinationales américaines et en général, ils sont très honnêtes sur ce qu'ils veulent. Et donc, on a commencé à regarder un peu plus. On a trouvé un autre document qu'on a demandé à la Commission européenne. Encore une fois, désolée, on vous enverra le PowerPoint. Et c'est en plus en anglais. Et ce que vous voyez là, c'est la position de la Chambre américaine de commerce et de Business Europe. C'est une position commune qui voit la coopération réglementaire comme une façon de co-écrire les lois. Ça, il envoie ça à la Direction générale du commerce et de la Commission européenne. Et vous attendrez à ce que la réaction de la Commission européenne soit « Ça va les gars, tranquille, hein, on va co-écrire les lois. » Eh ben non. Là, ce qu'on voit, c'est est-ce que c'est valide ? Oui, c'est valide, on va trouver un moyen de faire en sorte que ça arrive. Et ce qu'ils ont trouvé comme moyen, c'est la coopération réglementaire. En fait, la coopération réglementaire, elle a pour but de mettre les législateurs, les décideurs européens et américains autour de la table avant que les parlements aient vu sur les lois. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les lois soient le plus proches possible des deux côtés de l'Atlantique. Mais le souci, c'est que quand on a juste des gens qui ne sont pas élus, des bureaucrates, avec l'influence des lobbies, derrière, dans des bureaux dont on n'a pas accès, on sait très bien que ça va être la loi, le plus bas commun dénominateur qui va en fait primer. Et ça, c'est un souci des deux côtés de l'Atlantique, c'est un souci, ce que disait Nicolas, pour les Américains, parce que ça veut dire que ce que cherchent les banques européennes à travers ça, c'est de pouvoir être à Wall Street et d'opérer sous les lois européennes. Ce qui veut dire que si demain, par exemple, on a un nouveau crash financier et qu'on doit aider je sais pas, les banques, on ne saura pas tout aider, parce qu'en fait elles seront sur le droit européen un peu partout. Et donc elles vont aussi choisir les lois qui leur conviennent le mieux. Et on a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'on reconnaîtrait les lois des États-Unis comme équivalentes aux nôtres. C'est-à-dire que tout ce que disait Bruno avec les produits chimiques dans les cosmétiques, en fait on aurait ces produits-là. Donc on ne pourrait pas les produire en Europe, mais on les importerait. Et en fait ça va faire diminuer nos réglementations, mais indirectement, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui va être OGM ou pesticides, nos agriculteurs vont dire attendez, nous on ne peut pas être en compétition avec les normes américaines, et ils vont demander à ce que les normes européennes soient rabaissées. Donc on a vraiment cette idée de compétition entre lois tout le temps. C'était un dessin pour l'illustrer, mais ça ne marche pas très bien. Un autre dessin que je voulais vous montrer qui est assez important. On a demandé à la Commission européenne toutes les réunions qu'elle a eues de janvier 2012 à mars 2014. Donc on a eu plus de 500 réunions de la commission en externe. Donc c'est la Direction générale du commerce, ceux qui négocient le TTIP pour nous. 88% c'était avec des lobbies privés et on est à 9% avec des organisations d'intérêt général, donc syndicats, associations de consommateurs, ONG environnementales. Donc vous voyez très bien un peu qui écoute la Direction générale du commerce. On est quand même 88,9. Hein. Et qui exactement sont ces lobbies justement et ces multinationales qui veulent vraiment le TTIP ? Je pense que c'est important que vous voyez un peu comme ça vous donne un peu l'idée de ce qui nous attend si jamais ça passe. Donc là vous ne le voyez pas trop, mais c'est Business Europe, c'est un peu la confédération des plus grosses multinationales européennes. On a Veolia, Shell, Repsol, Facebook, British American Tobacco. On a aussi en fait tout ce qui est services aussi, puisque comme l'avait dit Nicolas, comme vous allez en parler cet après-midi, on a une grosse demande de la privatisation des services publics dans le TTIP. Là on a tout ce qui est lobby automobile. On a aussi tout ce qui est lobby des pesticides, donc le CEFIC. Là ce qu'on a, vous voyez, on a Food Drink Europe, parce qu'en fait les normes, là où elles sont le plus différentes entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est principalement dans tout ce qui est alimentaire et produits chimiques. Parce qu'en fait aux États-Unis, on met un produit chimique sur le marché, s'il y a un problème, on l'enlève. En Europe, on pourrait être sûr qu'il n'y ait pas de problème avant de le mettre sur le marché. Et cette différence-là, en fait, c'est celle-là, c'est cette différence fondamentale en fait, que les entreprises américaines voudraient faire tomber. C'est ça qu'elles ne comprennent pas, ce principe de précaution. Et qu'on est en train de perdre déjà en Europe, parce qu'il faut penser que les perturbateurs endocriniens, la Commission aurait dû les définir en décembre 2012. Elle ne l'a pas fait. Et la Suède, le Parlement européen et d'autres pays l'ont mis en justice pour ça. Donc ce principe de précaution, il est déjà mis en péril. Donc en fait, ça aussi, il faut voir que
c'est pas juste les Américains qui le veulent, ce TTIP, c'est l'Europe qui s'en sert aussi pour pouvoir faire passer tout ce qu'elle n'arriverait pas à faire passer autrement. Et ça fait aussi partie de la lignée, hélas, de l'Europe en ce moment, de vouloir tout déréglementer. FPR, c'est les médicaments. Et en fait, la raison pour laquelle le lobby des médicaments pharmaceutiques influence beaucoup les négociations, c'est parce qu'en fait, ils voudraient que les droits de propriété intellectuelle durent plus longtemps, ce qui mettrait plus de temps avant d'avoir des génériques, ce qui imposerait un coût important sur le système de santé national. Et puis aussi le TABC. Le TABC il a été créé il y a 20 ans. C'est les grandes multinationales transatlantiques qui se sont mises ensemble. Donc on a Siemens, Ericsson, AEG, Chevron, et qui depuis un petit moment déjà font du lobbying pour demander l'ouverture de ces négociations et qui sont régulièrement consultés. L'avantage, c'est que leur directeur général, il est très clair. Il vous dira ouvertement, lui, les OGM, il n'y a pas de problème, il ne comprend pas pourquoi on a des problèmes avec les OGM. Et donc lui, au moins, il est clair, on sait très bien ce qu'ils veulent, plus d'OGM, moins de réglementation. Et en fait, c'est ce que disait Bruno ce matin. Les multinationales, ce qu'elles voudraient, c'est être dans l'État des États-Unis ou de l'Union européenne qui leur convient mieux, pouvoir exporter sans avoir à se soucier des réglementations, sans avoir à changer quoi que ce soit, en fait. Et donc c'est là qu'on met les États en compétition. Ce qu'on fait déjà un peu en Europe, mais on a un Parlement européen en Europe qui essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop tiré vers le bas, que là on l'aurait entre les États-Unis et l'Union européenne sans qu'il y ait aucun Parlement qui puisse justement contrecarrer les pressions vers le bas. Désolée, c'est un peu déprimant. Je vais juste vous montrer parce qu'en fait on me reproche souvent de dire oui 88% des entreprises, 9% des syndicats, les ONG, mais peut-être que la Commission écoute plus les ONG, même si elle les voit moins. C'est possible. Je vais juste vous dire, encore une fois, toutes ces demandes d'informations qu'on fait. En octobre 2012, on a demandé des documents. On a vu que la Commission au commerce, la Direction générale du commerce, a demandé au lobby des pesticides leur contribution. C'est-à-dire que la Commission elle-même va voir les lobbies, c'est plus l'inverse. Attendez, on aimerait bien votre contribution, ça serait plus que bienvenu. Donc elle est allée les chercher pour l'aider à écrire le chapitre pesticides. En 2013, la Direction du commerce encore, elle est allée voir le lobby des raffineries en leur demandant de l'aide pour le chapitre matières premières et énergie. C'est ce que disait Nicolas en bas. Il y a un chapitre énergie qui en fait demande aux États-Unis de pouvoir exporter plus vers l'Europe, tout ce qui est pétrole, gaz de schiste, j'en passe des meilleurs, sable bitumineux, etc. Et ça, ils le disent. On a vu un email au sein de la commission commerce, donc Direction générale du commerce de la commission, où on dit nous devons impliquer les parties prenantes, nous devons faire cela discrètement. Et oui, c'est un peu scandaleux. Et ce qui fait en fait, vous ne voyez pas du coup, que Pierre Defrayne dit qu'il y a une collusion systémique entre la commission et les milieux d'affaires. Et je vais juste vous donner un exemple. Ça c'est City UK, ça représente le plus gros lobby financier en Europe. Enfin, ça représente la City de Londres, mais ça fait partie d'un des plus gros lobbies du milieu financier à Bruxelles. Lorsque nous on a fuité le chapitre finance, on l'a mis en ligne. Il y a un de leurs directeurs qui a écrit sur leur blog, c'est génial, ça reflète tellement l'approche de City UK qu'on aurait cru tout droit sorti d'une de nos brochures. C'est sur leur blog, vous pouvez encore aller sur le site le voir, ils n'ont pas peur de le dire. En fait c'est presque un copier-coller de leur brochure, le chapitre finance du TTIP. Madame Malmström, elle travaille depuis 10 ans avec quelqu'un qui s'appelle Maria Arsenis. Madame Malmström, la commissaire au commerce. Sans vous savoir à droite, Maria Arsenis, quand elle est allée aux négociations qui ont eu lieu à Washington en avril 2015, avant de revenir à Bruxelles et de faire un compte-rendu à son cabinet à elle, elle est passée par Londres pour aller voir de City UK pour un déjeuner informel. Avant même d'informer les gens avec qui elle travaille, elle passe par Londres pour informer le lobby financier, vous imaginez? C'était qui ça? Elle s'appelle Maria Arsenis. Chef de cabinet de Malmström. Voilà, c'est de son bras droit. Qui en fait était aux négociations à Washington et à la fin passe par Londres pour revenir sur Bruxelles. Alors ça, encore vous ne voyez pas beaucoup, désolée, hein. C'est pour faire un contraste avec nous, quand on demande des informations sur ce qui se passe, nous on n'a pas de déjeuner informel au retour de Washington, pas du tout. Là vous voyez, on a tout, en fait on a demandé toutes les correspondances entre la Commission et Philip Morris sur le TTIP, parce que Philip Morris adore mettre les États en justice, donc ils ont mis l'Uruguay et l'Australie, parce que les États avaient osé vouloir faire des paquets blancs, donc sans marque, pour limiter la consommation de tabac. Et donc, Philip Morris fait beaucoup de lobbying, puisqu'ils aimeraient que les tribunaux privés fassent partie du TTIP. Donc nous, on a demandé les comptes rendus de réunion, tout ce qui était correspondance, etc. Donc vous ne voyez pas bien, mais on est à 90%, tout est marqué au feutre noir. Même le numéro des pages en bas est marqué au feutre noir, vous imaginez. Ça, c'est le genre de choses que nous, on a quand on a demandé des informations. Ou alors, si là vous voyez, c'est Maria Arsenis, encore la bras droite de Madame Malmström, qui sera réunie avec Peter Chase, qui est directeur de la Chambre américaine de commerce. On sait que c'est des plus gros lobbies pro-TTIP. Quand on demande un résumé de réunion,
Je suis désolée encore, vous voyez pas bien, mais il n'y a que 2 lignes. Elle m'a dit on a parlé des TTIP, de la négociation du TTIP et de la nouvelle proposition pour les tribunaux privés. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y en a beaucoup. Nous, on ne sait pas tout ça. On n'a pas vraiment accès à cette information. Je voulais juste rapidement. Excusez-moi, c'est le Parlement européen, parce que c'est l'Europe qui vous répond. Ça, c'est la Commission. En fait, il y a une directive sur la transparence qui nous permet de pouvoir demander des documents officiels à la Commission. Et normalement, ils ont 15 jours pour nous répondre, ce qu'ils font rarement. Mais on l'utilise tout le temps, ça. Tout le temps, on envoie des emails, vous avez rencontré qui, qu'est-ce que vous avez dit, etc. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on cherche à voir exactement, qui sont vraiment derrière ces négociations, puisque elles sont complètement aux mains des multinationales, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à le dénoncer. Et comme on n'a pas... Nous, à l'inverse de la Commission, quand nous, on a un débat avec la Commission, eux, ils ont le texte, eux, ils font partie des négociations, eux, ils ont toute l'information. Nous, on ne sait rien. C'est pour ça qu'on peut savoir qu'à travers ça, ces réunions-là qu'ils ont avec des parties externes, et à travers cette directive qui nous permet de le demander. Et quand on ne l'a pas, on peut le mettre en justice. On est allé jusqu'à la médiatrice de la République au niveau européen. Parce que c'est le seul outil qu'on a, en fait, en tant que citoyen pour avoir de l'info. Excusez-moi, mais tout ce qui est flouté, alors comment ils justifient ça? Parce qu'en fait, il y a 2 exceptions à la directive de transparence. C'est les données privées et les données commerciales. Voilà, c'était la justification. Mais après, on a fait appel au niveau de la médiatrice européenne et on attend son jugement, mais je pense que ça va être assez clair comme jugement. Juste pour dire, sur les données commerciales et du secret professionnel a toujours, depuis des années, été utilisé entre autres aux États-Unis pour la mise sur le marché de l'aspartame par exemple, et donc et pour les pesticides, donc les commissions et autres n'ont jamais les données brutes parce qu'ils sont sous le couvert du secret professionnel, et donc on n'a jamais, voilà, le citoyen n'a jamais les données brutes, des tests, donc on doit les croire sur parole que les aliments ou les additifs qui sont sur le marché sont safe. Et ça, on le voit au même moment qu'on négocie le TTIP, on essaie de faire passer au Parlement une directive sur le secret des affaires, et c'est exactement ça. C'est pour s'aligner avec le droit américain, qui en fait donne encore plus le droit aux entreprises de donner encore moins d'informations. Et oui, ça c'est une des conséquences certaines du TTIP, puisque c'est une demande des Américains. Pour eux, on donne déjà beaucoup trop d'informations. Donc voilà, juste pour revenir rapidement sur l'accord de Paris, puisque on nous a dit que c'était un succès, après chacun le lit comme il le veut. Encore une fois, désolé, il y a 35% des cas dans les tribunaux privés qui sont liés à l'énergie, qui sont liés aux mines, au pétrole, au gaz ou à l'électricité. Donc c'est-à-dire que les moratoires sur le gaz de schiste, ou les obligations à être éco-responsables, ou peut-être des taxes plus élevées sur l'exploitation du pétrole et du gaz pour faire en sorte de passer plus de récolter de l'argent pour payer la transition vers les renouvelables. Tout ça, ça pourrait être mettre en justice dans les tribunaux privés. Donc même si l'accord de Paris était exceptionnel, si demain la Belgique, pour le mettre en place, passe des lois environnementales, et même environnementales et sociales, puisque les deux peuvent aller ensemble, elles peuvent être mises en question dans les tribunaux privés. Et en fait, hélas, ça a été le cas. En Ontario, au Canada, il y avait eu une politique qui avait été faite de faire en sorte que si les gens achetaient des panneaux solaires ou des éoliennes faits principalement en Ontario, l'État canadien s'engageait à acheter cette électricité-là à un prix plus élevé, encore plus élevé que les autres énergies renouvelables. Donc on avait créé de l'emploi au niveau local, les syndicats étaient très contents. Souvent en plus c'était dans des vieilles usines automobiles qu'on avait transformées pour faire des panneaux solaires ou de l'éolien. On avait des particuliers qui, eux, achetaient localement et faisaient de l'argent, puisqu'après, l'État leur donnait pas mal de subsides pour faire de l'électricité. Donc tout le monde était plus ou moins content, puis on avait une politique environnementale géniale, puisqu'on passait au renouvelable et on passait au local. Cette politique-là a été mise en question de 2 façons différentes. La première, il y a une entreprise américaine qui a mis le Canada en justice pour cette politique-là, qui a demandé des compensations. La seconde, parce que ils étaient américains, ils produisaient des panneaux solaires et ils estimaient qu'ils avaient été discriminés. Et la seconde, c'est le Japon qui a mis le Canada en justice, mais là, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui a fait un processus qui n'est pas privé, qui est juste l'Organisation mondiale du commerce, mais il y a un processus d'arbitrage. Le Japon a gagné, le Canada a fait appel, le Japon a gagné la seconde fois, et le Canada a dû complètement supprimer cette politique-là. Donc une politique qui aurait justement combiné le social et l'environnemental a été remise en question
à cause des accords de libre-échange. Est-ce que l'Europe ne s'était pas jointe à la plainte? Oui, l'Europe, donc c'est le Japon qui l'a initié et l'Europe s'est jointe. Oui. L'Europe des énergies vertes, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, vous le voyez pas bien, mais aussi on a tout ce qui sera le processus de coopération réglementaire qui fera en fait que, si vous voulez, le processus de coopération réglementaire, ça va éviter les tribunaux privés d'une certaine façon, puisque les multinationales ont déjà un droit de parole avant même que les parlements puissent parler. Parce qu'en fait, ce qu'on a pour le moment, c'est la proposition de l'Union européenne sur la coopération réglementaire, et on voit que les parties prenantes peuvent déjà proposer des législations au Conseil de coopération réglementaire. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une multinationale comme BASF, qui fait des nanotechnologies, qui aille voir le Conseil de coopération réglementaire et qui disent aux États-Unis, nous, quand on fait des nanos, on a juste à leur dire le type de nano qu'on fait et après on laisse tranquille. Pourquoi on ne fait pas pareil en Europe, puisque le but c'est d'aligner les réglementations. Et même si les législateurs devront dire non, BASF aura réussi à mettre ça sur la table, à ralentir le processus. Et puis aussi, le fait qu'ils soient invités sur la table de la coopération réglementaire fait qu'eux, ils vont savoir les lois futures. Donc eux, quand ça passe au Parlement, ils auront une super stratégie de lobbying parce qu'ils sauront déjà tout. Ils auront les arguments pour, contre, les positions de tous. Nous, quand ça arrivera au Parlement, on n'en saura rien. Et du coup, ils auront déjà une étape d'avance. Donc, c'est le processus de coopération réglementaire, en fait, on ne l'a jamais vu avant, c'est tout nouveau. Mais pour la Commission, c'est clair que ça soit innovant et que ça permettra de réglementer ensemble avec les États-Unis. Et donc, essayer de faire une conclusion positive, c'est pas forcément une bonne chose, mais vraiment, je suis vraiment très heureuse que vous nous ayez invités ici, que vous soyez tous là à parler du TTIP, parce que c'est quelque chose de technique et du CETA aussi. Et je vous assure que la mobilisation fonctionne. Quand vous parliez des communes hors TTIP, moi j'ai vu des lettres passer de Juncker vers les bourgmestres. Juncker lui-même disait que rappeler aux bourgmestres, attendez, c'est pas à vous de vous prononcer sur TTIP. Ça veut dire qu'on a un impact. Moi je suis Madame Malmström, je regarde toutes les lettres qu'elle écrit là où elle va et elle a un peu plus de faire le tour de l'Europe pour essayer de convaincre tous les politiques. On a vraiment un pouvoir en fait justement et je pense que c'est important de redemander un peu de démocratie, de demander une Europe différente, pas forcément de la fin de l'Europe, mais en tout cas une Europe différente et malgré tout ça, je vous assure qu'on va gagner. Merci.